Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Fabien Roussel, député du Nord, secrétaire national du Parti communiste français. Fabien Roussel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour à vos auditeurs et vos auditrices. Vous serez dans la journée, ce matin, à l'Élysée. À 10h30, bien sûr. À 10h30, avec le président de la République, pour parler, reçu par le président de la République, pour parler de l'Ukraine. Qu'allez-vous lui dire ? D'abord qu'après l'attaque ignoble de Poutine contre la Russie, contre l'Ukraine il y a 2 ans maintenant, tout doit être fait pour que les troupes russes se retirent d'Ukraine. Poutine ne doit pas gagner la guerre, mais tout doit être fait aussi pour parvenir à ce résultat sans un embrasement généralisé, sans s'engager dans une 3e guerre mondiale, sans qu'il y ait plus de morts. Nous ne voulons pas, je ne veux pas, que mon pays, la France, entre en guerre contre la Russie. Et il y a eu aujourd'hui plus de 500 000 morts, à peu près, puisque les chiffres sont un peu tabous, mais d'après ce que disent certains experts, plus de 500 000 morts, 1 demi-million de morts, en 2 ans de guerre. Je ne souhaite pas que cette guerre se prolonge encore 2 ans et qu'il y ait 1 million de morts. C'est un drame aussi dur que les 2 précédentes guerres mondiales que nous avons vécues au XXe siècle. Il faut sortir par une solution politique et diplomatique. Mais qui veut discuter aujourd'hui ? Vous êtes dans le camp des pacifistes, si j'ai bien compris. Oui, Fabien résolument. Roussel. Toujours. Résolument. Oui, résolument. Dans le camp des pacifiques qui veulent faire respecter le droit international autrement que par le poids des bombes et des canons. Bon, alors, comment allez-vous faire respecter le droit international et comment allez-vous expliquer cela à M. Vladimir Poutine ? Vous savez, M. Bourdin, oui. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu une fin aux guerres. Elles se sont toujours... Viendra le temps des négociations et de la discussion. Est-ce qu'aujourd'hui... Elles se sont toujours terminées à un moment ou à un autre. Cette guerre doit-elle se terminer ? Sauf qu'il y a des traités, je vous coupe. Parce qu'il y a des traités, qui sont pires que la guerre, presque. Traité de 1919, après la guerre de 14-18, qui a laissé tellement de colère, de ressentiment, que ça a donné la guerre suivante. Oui, imposée par qui ? Cette colère et ces ressentiments de 1919. Pourquoi ? Par les vainqueurs. Et l'arrogance des vainqueurs. Oui, bien. Exactement. Maintenant, revenons aujourd'hui. Toute guerre a une fin. Oui. Toute guerre, à un moment donné, voit les parties en conflit se mettre autour de la table et négocier. Parfois avec humiliation des perdants, et des coûts exorbitants de réparation. L'Ukraine doit se mettre autour de la table et négocier, c'est ce qui s'est passé en 1919. Oui. Mais il y a eu à chaque fois négociation, force d'interposition, discussion. Nous appelons, nous, à ce qu'il y ait rapidement une coalition diplomatique de chefs d'État, des diplomaties européennes, mondiales, pour mettre sur la table tout ce qui doit être, tout ce qui peut être discuté. Mais avec il y a qui ? une exigence Mais avec qui est... Qui il y a une allez-vous exigence... discuter ? Avec qui ? Enfin, avec le dirigeant russe actuel, puisque c'est celui qui mène la guerre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le dirigeant russe actuel veut se mettre autour d'une table et discuter ? Mais sincèrement, est-ce que vous pensez qu'il n'y aura jamais de discussion avec M. Poutine ? Bien sûr qu'il y aura jamais. Il y aura un jour discussion. Jamais ne viendra sur la table l'idée que l'Ukraine doit être neutre, ne puisse pas rentrer dans l'OTAN, ne puisse pas rentrer dans l'Union européenne. Vous pensez que jamais ces questions-là ne seront mises sur la table ? Elles seront mises sur la table, M. Bourdin. Et je souhaite qu'elles soient mises sur la table. Je souhaite qu'elles soient mises sur la table. Je souhaite qu'elles soient mises sur la table, ces questions-là. Oui. Maintenant. Oui. Et que l'on puisse obtenir un cessez-le-feu, que l'on puisse mettre en place une force d'interposition, que l'on protège les populations, que l'on crée les conditions que demain les troupes russes se retirent, plutôt que ces discussions et la neutralité de l'Ukraine, la non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, etc., interviennent dans 2 ans, dans 3 ans, et que l'on comptabilise à ce moment-là plus d'1 million de morts. Et alors en plus, le risque, c'est que d'ici là,
d'ici là, le risque, c'est l'embrasement du conflit. C'est que des missiles français soient lancés contre des civils russes et arrivent sur le territoire russe. C'est qu'il y ait un embrasement généralisé. C'est que la France rentre en conflit. C'est que l'arme nucléaire soit utilisée. Enfin, vous voyez bien que la menace, elle est importante. Il y a aujourd'hui une zone de conflit sur 900 km qui se stabilise à peu près. Est-ce que l'option, la solution est militaire ou est-ce que l'option, la solution est diplomatique, politique? Nous disons clairement que la solution doit être politique et diplomatique et le plus rapidement possible. Il est hors de question que demain la France entre en guerre et que des enfants français, des jeunes, soient mobilisés pour aller faire la guerre contre le peuple russe. Bon, alors je vous pose des questions. Oui, c'est clair, mais que dit Medvedev? Que dit Medvedev? Vous avez écouté, vous écoutez les responsables russes. Que dit Medvedev? Le concept d'une identité ukrainienne indépendante doit disparaître. Dans 5 ans, il a aussi dit, il n'y aura plus d'Arménie. C'est ce qu'ajoute le pouvoir russe. Que dit Vladimir Poutine? Qui menace? Mais qui nous menace? Le régime russe. Est-ce que vous savez, je vous pose une question toute simple, est-ce que vous savez où s'arrêtera Vladimir Poutine? C'est justement parce que le dirigeant russe, Poutine, qui est nationaliste, que je caractérise même d'extrême droite, est un dirigeant dangereux, qui tue ses opposants comme M. Navalny et d'autres, et il est capable d'aller loin. C'est bien la raison pour laquelle j'ai commencé cet entretien avec vous en disant que tout doit être mis en œuvre pour empêcher Poutine de gagner cette guerre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Vladimir Poutine veut s'asseoir autour d'une table et négocier? Je vous pose franchement la question. Mais si je vous écoute avec vos arguments... Non, j'ai pas d'arguments. Je pose la question. Mais donc, appelons nos enfants à se préparer, à faire un service militaire renforcé, à partir demain, attaquer les troupes russes et appelons l'ensemble des enfants et des populations européennes à empêcher Poutine d'aller plus loin. Si c'est ça, selon vos arguments, est-ce que nous le ferons plier par la guerre, par le poids des bombes, par le son des canons, ou est-ce que nous le ferons plier en lui disant « mettons-nous autour de la table et voyons ce qu'il y a à discuter ». Allons-y aujourd'hui. Nous avons des forces d'interposition qui peuvent agir et intervenir, comme c'est déjà arrivé dans d'autres zones de conflit sur la planète. Utilisons ces forces d'interposition, mobilisons l'ONU et ses casques bleus. Faisons en sorte de trouver un point d'atterrissage pour qu'il y ait d'abord un cessez-le-feu, pour qu'il n'y ait plus de morts des deux côtés, mais aussi pour que l'on puisse commencer à se mettre autour de la table et discuter d'une sortie de ce conflit. Il y aura une sortie de conflit. On se reparlera ici, Monsieur Bourdin. Il y aura une sortie de conflit. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Et nous aurons la même discussion pour savoir, voilà, Monsieur Poutine voudrait que l'Ukraine ne rentre pas dans longtemps. Faut-il dire oui ou non? Moi, je vous dis que ces discussions, il faut commencer à les avoir aujourd'hui et pas quand il y aura des millions de morts et encore moins quand la France ou des pays d'Europe devront s'engager dans ce conflit. Il y aura un temps de paix. C'est évident. Est-ce qu'aujourd'hui, simplement, je vous pose la question, de paix, est-ce qu'on le fait arriver dans 3 ans ou est-ce qu'on le fait arriver aujourd'hui? Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour mettre autour de la table les Ukrainiens et les Russes, quand je dis, et quand je débute cet entretien, en disant que l'objectif, c'est que les troupes russes se retirent de l'Ukraine et que l'Ukraine retrouve son intégrité. De 1. De 2, qu'il faut tout faire pour empêcher Poutine de gagner la guerre parce qu'on ne peut pas lui laisser de victoire. Je dis, et je commence par ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement nous disons, nous, qu'il faut mettre sur la table la possibilité de négociation et de discussion, mais de l'autre côté, je suis clair, il faut continuer de soutenir l'Ukraine pour lui permettre de tenir les positions, ne pas laisser Poutine gagner 1 centimètre de plus sur les terres ukrainiennes. Et donc il faut continuer de les soutenir pendant cette période-là. Est-ce que vous allez voter, est-ce que les communistes voteront le 12 à l'Assemblée nationale et le 13 au Sénat, l'accord bilatéral de sécurité signé entre la France et l'Ukraine? Non. 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 C'est-à-dire que vous ne signez pas, mais vous n'approuvez pas une aide militaire de la France à l'Ukraine. Non, je ne soutiens pas la livraison à l'Ukraine d'armes. Non, mais laissez-moi finir, vous me laissez pas finir. Alors allez-y.
Alors allez-y. Non, mais alors là, parce que là, ça pourrait, la phrase coupée en l'état pourrait tronquer ce que je veux dire. Alors allez-y. Oui, il faut soutenir l'Ukraine et l'aider à se défendre et lui fournir des armes lui permettant de se défendre, oui. Mais lui fournir des armes, et notamment des missiles longue portée, permettant à l'Ukraine de frapper en territoire russe et faisant de la France est-ce que les Russes frappent en territoire d'Ukraine ? Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que la France doit rentrer en guerre ? Non, je ne veux pas que la France rentre en guerre. Je ne veux pas que la France devienne un co-belligérant. Ça a été une ligne rouge que la France, d'ailleurs, et le président Macron a toujours défendue. Il est hors de question que nous la franchissions. Et donc, je ne voterai pas personne n'a envie de franchir et d'entrer en guerre. Mais personne, mais vous-même, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait signer cet accord. Non, pas dans cet accord, est-ce que vous savez, est-ce que vous l'avez lu, cet accord ? D'abord, cet accord, il dit livraison d'armes, livraison de missiles à longue portée. Mais cet accord, il dit aussi, c'est écrit noir sur blanc, que si l'Ukraine est agressée, la France l'aidera à se défendre. Mais elle est agressée, l'Ukraine. C'est déjà le cas. Donc c'est comme si c'était. Mais donc c'est comme si. Donc pourquoi vous ne signez pas cet accord ? Mais c'est comme si en ratifiant cet accord, c'est comme si nous acceptions l'idée que, comme l'Ukraine est agressée, la France rentre en guerre aux côtés de l'Ukraine. Mais si ça veut dire ça. La France soutient militairement. Donc, je vous le dis, il est hors de question pour nous que la France devienne un co-belligérant. Cette guerre a déjà tué plus de 500 000 personnes, plus d'1 demi-million d'hommes et de femmes. Je souhaite que, au lieu que nous nourrissions la guerre, je préfère que nous nourrissions la paix. Au lieu que Macron devienne demain à la tête d'une coalition militaire et guerrière, je souhaite que mon pays soit à la tête d'une coalition diplomatique pour un cessez-le-feu et pour des négociations. Je ne souhaite pas que cette guerre puisse se prolonger plus longtemps. 2 ans, on parle de 2 ans, 3 ans. Je souhaite que l'on sorte d'une économie de guerre qui fait tant de mal aussi aux politiques dans notre pays. Le coût énergétique, le coût d'une guerre est dévastateur pour tous les peuples du monde et pour tous les travailleurs. Fabien Roussel, vous ne signerez pas cet accord entre la France et l'Ukraine. Pas d'aide, donc pas. Vous n'approuvez pas l'aide militaire à l'Ukraine. Ou du moins, vous l'approuvez différemment. Mais quelle hypocrisie. Est-ce que vous n'êtes pas hypocrite ? Je vous pose franchement la question. Vous nous dites, je n'approuve pas cet accord et je ne signerai pas cet accord de sécurité avec l'Ukraine. Vous nous dites, il faut aider l'Ukraine militairement, on est bien d'accord ? L'aider à se défendre. La France envoie des armes à l'Ukraine, on est bien d'accord ? On est bien d'accord ? Oui, bien sûr, oui. Bon. La France envoie des armes, mais n'est pas co-belligérant, on est bien d'accord. Oui, mais donc nous devons envoyer des armes permettant à l'Ukraine de se défendre. Des armes. Bien sûr, je viens de vous le dire. Bon. Donc continuer à aider l'Ukraine à se défendre. Oui, je viens de vous le dire. Militairement. Oui, je viens de vous le dire. Oui. Bon. Oui, je vous le dis. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi vous ne voulez pas signer cet accord. Mais parce que dans cet accord, il y a l'envoi de missiles de longue portée, capables de toucher la Russie sur son territoire. Il a toujours été dit, dès le début de la guerre, et il y a encore quelques mois, qu'il était hors de question que la France devienne un co-belligérant. À partir du moment où nous livrons à l'Ukraine des armes permettant de frapper le sol russe, nous rentrons, nous, la France, en guerre contre la Russie. Et il est hors de question pour mon pays de rentrer dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Je le dis, je le redis. Et donc, nous ferons tout, nous, communistes français, et avec tous les pacifistes qu'il y a dans notre pays, pour que notre pays ne rentre pas en guerre, pour que l'Ukraine continue d'être soutenue et puisse se défendre, et que nous arrivions à une solution diplomatique, politique, le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle j'ai été clair dès le début, pour dire que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN, que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'Union européenne, parce que ces questions-là seront tout de suite mises sur la table quand il faudra discuter et négocier avec Poutine. Fabien Roussel, vous allez nous parler du Proche-Orient, parce que vous revenez du Proche-Orient, là aussi, guerre. Est-ce que la France doit reconnaître l'État palestinien ? La première chose que la France doit faire, et le président de la République a dit qu'il le ferait le moment venu, c'est de reconnaître l'État de Palestine, reconnaître la Palestine, et je lui dirai ce matin à 10h30, parce qu'on ne parlera pas que de l'Ukraine, je lui parlerai de ce que j'ai vu et entendu là-bas. Je lui dis que la France doit reconnaître la Palestine aujourd'hui, maintenant. C'est ce que le Premier ministre palestinien de l'autorité palestinienne m'a dit quand je l'ai rencontré avant-hier à Ramallah.
il demande à la France de reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui, car une fois que la France l'aura fait, d'autres pays de l'Union européenne suivront la France et reconnaîtront la Palestine. Ce qui se passe actuellement à Gaza est absolument horrible. C'est une barbarie sans nom. Il y a eu le 7 octobre, et c'est aujourd'hui d'ailleurs le 5e mois, où ces attentats terribles contre des civils innocents israéliens ont eu lieu. Depuis ces attentats, les 2 100 000 habitants de Gaza sont soumis à des bombardements massifs, sont enfermés, bombardés, et aujourd'hui, ils subissent la famine. Nous dénombrons plusieurs dizaines d'enfants morts de faim. Il y a donc là une population qui subit une forme d'élimination totale. Quand la Cour internationale de justice a dit qu'il y avait un risque génocidaire, il a lieu en ce moment. C'est la raison pour laquelle je viens ici en rapportant ce que nous ont dit des organisations humanitaires qui sont sur place et qui nous disent qu'il n'y a plus un bout de pain qui rentre là-bas, qu'il n'y a plus d'eau qui rentre là-bas. Et qu'avec la chaleur qui arrive, ce sont les épidémies qui vont avoir lieu, avec l'eau qui croupit, avec les maladies qui se développent. Et ce qui se passe là-bas, c'est d'une responsabilité de tous les États, de tous les pays, de dire au gouvernement israélien, à M. Netanyahou, stop. J'ai rencontré des associations israéliennes. J'ai rencontré le père d'un enfant qui a été tué le 7 octobre dans un kibbutz, qui lui-même dort tous les soirs dans une tente devant la Knesset pour demander à M. Netanyahou d'arrêter la guerre, lui qui a perdu un fils. Ils sont nombreux aujourd'hui à porter la voix de la paix, à dire stop à la guerre. Stop à la guerre. Et il faut que le président de la République l'entende, la France a un rôle important à jouer. Ce qui se passe là-bas va rester dans l'histoire de ce 21e siècle comme une trace terrible, terrible. Il y a ce qui se passe à Gaza, il y a ce qui se passe en Cisjordanie, où plus de 400 Palestiniens ont été tués, et par des colons armés, par l'actuel gouvernement israélien, mais ou tués par les soldats de l'armée israélienne qui commettent des exactions sans qu'il n'y ait derrière aucune justice, aucun tribunal saisi. J'ai rencontré le père d'un enfant. Pour vous, Netanyahou, c'est Poutine. Pour vous, Netanyahou, c'est Poutine. C'est un résumé, c'est un raccourci. J'ai rencontré le père d'un enfant palestinien tué à l'âge de 13 ans, samedi soir, par l'armée israélienne, sans aucune justice. Il est enterré et c'est terminé. Ils n'ont que les larmes à pleurer. Oui, il y a aujourd'hui sur la planète un climat terrible avec Netanyahou qui aujourd'hui poursuit une stratégie d'élimination totale du peuple palestinien. Il y a Trump qui s'apprête à prendre le pouvoir aux États-Unis. Il y a Poutine qui mène une guerre terrible en Ukraine. Et quand je vois ces chefs d'État nationalistes, d'extrême droite, suprémacistes, racistes, qui ont les pouvoirs les plus importants, oui, je dis que nous devons mettre la paix, l'humanité, la fraternité humaine à l'ordre du jour de tous les pays. Bien, Fabien Roussel, regardons ce qui se passe en France. Recette fiscale moins bonne que prévu. Tout le monde devra participer à un effort national de redressement des comptes publics. C'est ce que dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et il ajoute, l'État n'est pas une pompe à fric. Et il dit, il va falloir réformer l'assurance chômage. L'État doit reprendre la main sur l'assurance chômage. Et d'autres mesures doivent être prises pour essayer d'équilibrer nos finances publiques. Que lui répondez-vous ? L'État n'est peut-être pas une pompe à fric, mais alors lui, c'est une véritable sangsue et il nous pompe notre fric. Il nous pompe notre fric. Les recettes de TVA en 2019, c'était 156,7 milliards d'euros. La TVA en 2023, c'est 210,2 milliards d'euros. Ça veut dire qu'entre 2019 et 2023, l'État a gagné 53 milliards d'euros de plus. Voilà comment, avec l'inflation, l'État se gave sur la TVA, qui est l'impôt le plus injuste. Les entreprises du CAC 40 vont réaliser 144 milliards d'euros de bénéfices en 2023.
c'était 142 milliards en 2022. Je peux vous dire que pour eux, l'argent coule à flot, le champagne est sabré à la bourse, mais nous, on nous fait les poches. Alors si monsieur le maire cherche 10 milliards d'euros, moi je vais lui dire... 20 milliards même pour, 20, alors, pour les années, pour les 2 ans qui viennent. D'abord, il nous avait annoncé 16 milliards en début d'année. Il en ajoute 10 aujourd'hui, ça fait 26 milliards. Et il nous en annonce 20 pour l'année prochaine, ça fait 46 milliards. 46 milliards d'euros. Plus les hausses des factures d'électricité dont souffrent les familles, les entreprises, les restaurateurs. Mais jusqu'où vont-ils aller pour nous pomper le fric, nos salaires? Nous travaillons, nous gagnons un salaire qui n'augmente pas, mais par contre, nos impôts, nos taxes, nos factures augmentent. Nous sommes pompés. Alors, stop. La pompe à fric, qui consiste à nous faire les poches, c'est terminé. Par contre, il peut aller pomper le fric du CAC 40, qui, lui, a gagné 144 milliards d'euros. Vous savez combien les niches fiscales, la niche Copé, etc., ça coûte au budget de l'État 93 milliards d'euros. L'évasion fiscale, 80 milliards d'euros qui nous manquent tous les ans dans les caisses de l'État. Alors, pour eux, c'est bombance, et pour nous, c'est la ceinture serrée. Mais il faut arrêter. Ces inégalités sont insupportables et nous voulons, nous, de la justice sociale, de la justice fiscale. Nous voulons que les gros payent gros et que les petits payent petits. C'est ce que nous avons dit quand nous étions sur les ronds-points à l'époque des Gilets jaunes. Alors, Fabien Roussel, dernière question. Colère sociale qui s'annonce, fonction publique, notamment dans la fonction publique, à l'approche des Jeux Olympiques. Est-ce que vous défendez une trêve olympique ? Moi, j'aimerais bien que le gouvernement entende ce que les salariés ont à leur dire, et notamment ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'ils en ont marre de passer pour des vaches à lait, et en plus, ils devraient être des moutons. C'est-à-dire rentrer bien sagement chez eux, ne rien dire, être passif et se taire. Ça, c'est plus possible. Donc s'il y a grève pendant les Jeux Olympiques, ça ne vous gênera pas? Bien, comme M. Macron devient un chef de guerre militaire en Ukraine et un chef de guerre sociale à l'encontre des Français, comment voulez-vous que nous répondions? Quels sont nos moyens à nous pour nous défendre? Faut-il que l'on reste chez nous, que l'on attende que les Jeux Olympiques se passent? Donc vous et dites pour régler nos comptes? Oui, s'il n'y a pas de réponse, oui, grève pendant les Jeux. D'abord, mais non, mais monsieur... Mais non, mais je vous pose la question. Mais ça se passe pas comme ça dans la vie. Mais comment ça se passe pas comme ça? Non, d'abord les syndicats demandent à rencontrer leur chef d'entreprise et posent leur cahier de revendications. Et si les revendications ne sont pas satisfaites, que se passe-t-il? Monsieur Farandou, monsieur Castex à la RATP, à l'éducation nationale, etc., à l'hôpital, etc. Voilà mes factures, combien ça coûte. Voilà mon salaire qui n'a pas augmenté. Réparé. Il faut que vous puissiez augmenter nos salaires. Et s'il n'y a pas d'accord, et si on continue... Il y aura des primes. On continue de se faire mépriser, si on continue de se faire rejeter, quels moyens avons-nous? Et si, pour se faire entendre, il faut qu'il y ait des mouvements d'arrêt de travail, de grève... Pendant les Jeux Olympiques? Mais y compris pendant les Jeux Olympiques... Ah, bah voilà. Eh bien c'est tout, qu'ils aient lieu. Ben voilà, mais au moins la réponse est claire. Bien sûr, mais moi j'ai jamais eu d'ambiguïté, hein. Et puis j'irai même manifester avec eux s'il le faut. Merci Fabien Roussel d'être venu nous voir ce matin. 8h57, vous êtes sur Sud Radio. A tout de suite, évidemment, après les infos, dans la deuxième partie. Il est, de 8h57. 0826 300 301, le numéro pour appeler.